Les enjeux qui nous ont été fixés sont évidemment, vous en conviendrez, mesdames, messieurs, les enjeux difficiles à remplir, mais nous allons y arriver parce que je crois que collectivement, nous sommes évidemment les meilleurs de l'ensemble de ce congrès. En réalité, il faut que nous concluions en beauté, il faut que nous donnions l'impression, en tout cas que nous transmettions l'idée à nos amis qui sont ici qu'ils ont bien fait de rester à la fin du congrès, et puis surtout que l'année prochaine, ça vaut encore le coup de revenir. Hein. C'est ça, Didier, tu m'as demandé exactement ça. Voilà, donc en fait, on a conçu donc, ces cinq regards croisés avec nos amis que je ne vous présente pas, enfin, on reprendra tout leur mérite au cours de notre conversation. 5 regards croisés, et on a, il me semble que l'on aurait intérêt, vu la richesse de ce qui a été dit pendant 2 jours, on aurait intérêt à, premièrement, essayer de déterminer chacun quelques points saillants de nos conversations, enfin des conversations qu'il y a eu, des débats qu'il y a eu. La seconde chose, me semble-t-il, je voudrais l'ouvrir avec vous, c'est réellement d'être assez politique. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on touche à des questions comme celle-ci, c'est-à-dire l'accès aux soins, celle qui nous est proposée, on touche à des sujets qui sont des sujets de transformation, ce sont des sujets à la fois techniques, on l'a vu, mais ce sont des sujets éminemment politiques. Et éminemment politiques parce qu'on parle de thèmes comme l'égalité, l'équité, on parle de qualité, de sécurité, enfin on parle d'organisation d'un système de santé. Dans un pays qui n'est pas banal, c'est le nôtre, c'est la France, enfin également le Québec, ou le Canada, Québec. Mais cela étant, ce sont des pays qui ont une très grande complexité de leur système. Et évidemment, on a le sentiment, on y reviendra, que probablement cette hyper-complexité a généré évidemment des déficiences et que nous sommes obligés aujourd'hui de réfléchir à comment, pas en voiture-balai, mais comment, malgré tout, faire que l'accès aux soins, l'accessibilité soit assurée. Donc, et puis, je vous réserve à la fin, si on peut, un petit quiz à chacun. Et voilà ce que nous pourrions faire dans les 40 minutes imparties, moins de 2 minutes maintenant. Alors, reprenons donc notre plan. Si vous avez, ou voulez-vous, chacun à la suite, nous donner peut-être un point qui vous paraît marquant de ce qui a été dit, si vous avez écouté l'ensemble de nos débats de ces 48 heures. Alors, Benoît. Une conviction, presque une révélation. Si j'avais été à la table ronde de Hama tout à l'heure, j'aurais dit un rêve, une révélation. Je pense que, enfin, nous pensons tous, je crois que l'accès aux soins se facilite par plus de fluidité, plus d'innovation, plus tout ça. Mais moi, j'ai une conviction qui depuis quelques mois et qui se renforce, je dirais presque chaque semaine. L'innovation va venir des startups et va venir des jeunes et des jeunes hors du système de santé. Je vais prendre 3 exemples, mais très rapides, mais que beaucoup d'entre vous, enfin au moins pour 2, connaissent. Une qui est connue, c'est Doctolib. Une autre, c'est Calmedica. Et le 3e, c'est Cette Famille. L'un, c'est des technologies simples pour la plupart. Ça améliore la fluidité, ça gagne du temps médical et ça participe très clairement à recentrer chacun sur son cœur de métier et à donner le plus de temps nécessaire à justement ce qui est la relation médicale, la relation humaine. Bon, Doctolib, j'insiste pas, tout le monde connaît, mais c'est un succès absolument extraordinaire. C'est plus une start-up d'ailleurs, c'est peut-être un jour une licorne, on verra. Calmedica, beaucoup connaissent ici, mais c'est aussi gagner du temps dans l'ambulatoire avant l'opération et après par l'envoi de messages ciblés aux personnes qui peuvent être gérées entre guillemets par un robot muni d'intelligence artificielle, ce qui permet de dégager l'infirmière sur le temps nécessaire pour qu'elle doit avoir avec les patients qui en ont le plus besoin. Et Cette Famille, c'est peut-être le moins connu des 3.
crois, mais c'est une petite start-up de la, pas de la Mayenne, mais de l'Orne, qui a réinventé le placement familial. Une vieille idée, un peu poussiéreuse et une pratique pas toujours qui a pas toujours très bonne presse, et qui est réinventée par des jeunes qui viennent d'ailleurs, qui s'en sont rendus compte. Et je voudrais juste citer l'exemple, comment ça a été créé. C'est des jeunes qui, un jour, ont eu faire face au placement de leurs voisins en EHPAD et se sont dit oh, moi, je sors d'HEC, vous allez voir, ça va être très facile, on va faire un petit benchmarking, ça va, tout ça. Et puis, au bout de 8 jours, ils se sont rendus compte que c'était très compliqué, finalement. Et puis, ils se sont dit, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que l'EHPAD et pourquoi pas le placement familial. C'est comme ça que c'est né. Aujourd'hui, ils ont 3500 familles d'accueil dans la France entière. Bon, ils se heurtent à une résistance farouche des services traditionnels. Donc, je dis, misons sur les startups, misons sur les jeunes, misons sur l'extérieur et l'apport d'air nouveau. D'accord. Donc, à la fois, tu dis ça parce que tu le penses vraiment, c'est pas uniquement pour faire jeune. C'est-à-dire l'ouverture à l'innovation, l'ouverture à la jeunesse. C'est pas comme ça, en vieillissant, un petit retour. Non, tu y crois vraiment? Oui, d'accord. Totalement. Bon. Eh bien, soit, tu as le droit. Antoine, qu'est-ce que tu as retenu de nos travaux, sachant qu'après, nous réfléchirons sur, évidemment, sur l'avenir, mais déjà le constat. Alors, très très loyalement, je commencerai par rappeler ce qu'a dit mon président hier quand il a insisté sur la place du médico-social et l'importance que le médico-social devra avoir demain dans notre système de santé, parce que la qualité de notre système de santé passera par notre capacité à y intégrer, à y satisfaire la population la plus fragile, la plus vulnérable et donc la plus dépendante, que ce soit des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes en situation défavorisée. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit autour du parcours de l'usager, et en particulier Luc tout à l'heure qui en a parlé. Hier, Gertrude avec son fil de laine que j'ai bien aimé sur la construction. Comment faire un projet architectural avec un fil de laine pour voir le parcours. Tous ces éléments... Oui, c'est pas coton, c'est ça. Hein, mais je crois bien que c'était de la laine que tu prenais. Oui, c'est ça. Bon, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, ils ne sont pas les seuls, mais enfin, nos amis québécois ont insisté là-dessus. Moi, je crois que 2 éléments feront que ça marchera ou que ça ne marchera pas. Notre capacité à prendre en compte les aidants, et on n'a pas beaucoup parlé des aidants, donc je crois que c'est important qu'on puisse en parler. Les aidants et le premier recours. Qu'est-ce qui fait, je prends souvent 2-3 exemples, et donc qui sont assez connus, enfin, pour ceux qui m'ont déjà entendu. Qu'est-ce qui fait qu'une personne âgée, polypathologique, dépendante pourra rester chez elle? C'est qu'elle ait des aidants, et quels que soient les aidants, il y a plein de choses intéressantes qui se passent actuellement. Il faut qu'on regarde. Regardez ce qui se passe avec La Poste, regardez ce qui se passe avec l'Association française des aidants. Premièrement, qu'est-ce qui fait que cette personne âgée restera à domicile? Elle est polypathologique, elle est dépendante. C'est les aidants, et c'est son premier recours. Et sur le premier recours, il est en fragilité. On voit que les médecins libéraux ont du mal à se renouveler, que les maisons de santé pluridisciplinaires se constituent, mais qu'elles sont insuffisantes, qu'il y a des trous sur le territoire, et ça, c'est un réel sujet. Donc, pour la personne âgée polypathologique et dépendante. Qu'est-ce qui fait, deuxièmement, qu'une personne porteuse de handicap, je prends souvent 2 exemples, celui de l'autiste, avec des troubles envahissants du développement, avec des comportements défis. Qu'est-ce qui fait qu'il va pouvoir être intégré, qu'il va pouvoir rester dans la société, qui ne sera pas en institution fermée? Qu'est-ce qui fait que la personne polyhandicapée, la femme polyhandicapée pourra accéder à un gynécologue? C'est qu'elle a une capacité parce qu'elle a des aidants qui font le lien et qu'elle a un premier recours qui permet d'accéder. Et 3e exemple que je donne souvent, c'est celui de la chirurgie, retour précoce à domicile. Il y a l'HAD, bien sûr, mais qu'est-ce qui ferait qu'une personne qui a subi une chirurgie lourde puisse retourner précocement à domicile? HAD, outils connectés, plateforme téléphonique, dossier partagé, mais c'est les aidants. Et donc on a actuellement une stratégie nationale de santé, Premier ministre pour la première fois depuis très longtemps qui a insisté sur la stratégie de santé, la prévention. On a des PRS qui se mettent en place. Et je vois quand même qu'on a du mal dans ces PRS quand on voit l'importance et le poids qu'ont nos GHT. C'est très bien qu'il y ait ces GHT, mais qui n'ont toujours pas résolu le problème de une personne morale par GHT, un chef par GHT,
un projet médical gradué et un seul par GHT, eh ben, on a encore du chemin à faire pour arriver à cette logique en partant du domicile et en partant des personnes fragiles. D'accord. Donc en réalité, c'est pas nécessairement, me semble-t-il, contradictoire avec ce que dit Benoît, mais tu remets quand même au centre celles et ceux qui entourent le malade. Et puis la seconde chose qui est très essentielle, c'est que tu as rendu grâce, lui, aux jeunes, toi, à ton président. C'est quand même des choses... Vous avez fait un grand pas tous les deux. Alors, Gertrude, merci beaucoup. On voulait également donc te demander... Tu vas nous faire respirer le grand air. Qu'as-tu, toi, dans cette première conversation, qu'as-tu retenu de nos... Alors, le regard croisé que je pose est un regard de gestion, donc d'une gestionnaire, je considère, d'influence au Québec. Et donc, j'aime bien, moi, m'occuper de mes affaires, comme je dis. Je trouve que les gens s'occupent trop de choses qu'ils ne connaissent pas. Alors, c'est un premier message. Alors, j'ai beaucoup aimé les regards croisés et puis ça m'a fait toujours penser à du circulaire. Vous savez que le circulaire, c'est très féminin. Et donc, autour, c'est ce système d'une grande complexité puis qu'on a tendance à complexifier au lieu de simplifier. Et dans les outils, je pense, dont on a parlé, quand on appelle au numérique, qu'on appelle au partage de données, il y a cette volonté chez nos jeunes, oui, de simplification d'un système. Donc, ce système autour... la couronne ensuite vient, si on s'en va vers le centre, avec les intervenants. Les intervenants étant l'ensemble de l'équipe multidisciplinaire, mais au-delà de ça, parce qu'ici, on a des partenaires privés, on a des gens qui nous amènent de l'innovation. Donc, parmi les intervenants, puis je pense que quand on parle des intervenants ici, qui sont ici présents, l'idée de ça, c'est de créer davantage d'intelligence collective et d'amener davantage d'innovation. C'est-à-dire, moi, en partant d'ici, c'est de retourner chez moi en me disant « Ah, j'ai reçu telle idée » et d'aller plus loin dans l'innovation. Alors ça, je pense qu'il faut toujours demeurer comme leader ou comme gestionnaire ou demeurer humble dans cette capacité à aller chercher tout le temps de nouvelles approches. Alors ça, c'est le côté des intervenants. Et au milieu, bien sûr, le patient. Et le patient qui demande de l'accès et le patient, mais je trouve qu'on a trop peu parlé des familles et des proches aidants. Parce que quand on parle de 0 à 100 ans, on peut dépasser 100 ans maintenant, nécessairement, il y a une bonne partie de ces âges qui, et qu'on le veuille ou non, ont besoin de proches aidants et ont besoin de famille. Alors, et ça, c'est souvent trop peu pris en compte dans l'organisation des soins autour du patient. Mais je voudrais rester sur cette image du centre. Et à mon avis, si on inverse un peu ça, puis on fait ça en pyramide ou en pyramide inversée, je pense qu'on est rendu dans l'amélioration du système à davantage écouter, mais vraiment écouter, donc impliquer. On a parlé du patient partenaire, du patient, de l'expérience patient, mais pour moi, le patient, le plus près du patient demeure l'intervenant. Et donc, on est dans de l'innovation bottom-up. On n'est plus dans du top-down, essayer de rebrasser les systèmes, et de refaire des systèmes, d'ajouter des GHT, des GHF, des GHE, je ne sais plus quoi. Ça n'a plus aucun sens. Et ce qui me vient, c'est moi, vous savez, je gambatte, hein, je me promène dans mon petit hôpital. Là, et quand j'écoute les intervenants, c'est que je trouve que les intervenants réussissent à donner des bons soins. Et on devrait parler en passant d'accès aux soins et aux services, parce qu'il arrive qu'un bon service, ce soit une absence de soins. Alors, donc, soins et services, pour moi, ça me semble indissociable. Et souvent, je trouve que les intervenants réussissent à donner de bons soins malgré le système. Et ils devraient donner de bons soins grâce au système. Alors, quand je reviens dans mon bureau, je me dis toujours, qu'est-ce qu'on fait qui nuit aux intervenants? Au lieu d'écouter davantage les intervenants. Et là, ben, tout l'approche, nous, du système de lean management, des Kaizen, d'impliquer les gens dans la transformation, c'est la clé, je pense, de la réussite. Mais au-delà de moi, il y a autre chose aussi. Il y a un ministre. Bon. Et tu as l'impression que chez toi, comme probablement ici, en extrapolant, est-ce que tu as l'impression que
on est plutôt en dérive, c'est-à-dire que le rôle du manager, ici, les gens sont... Il y a quelques médecins, bien sûr, mais ils sont souvent des gens de responsabilité, des managers. Est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus difficile avec une société, des structures qui se complexifient? Pour les managers? Oui, enfin non, pour faire ce que tu dis, c'est-à-dire de dire j'écoute les équipes, j'essaye de m'enrichir de ces projets d'innovation et je ne veux pas nuire. C'est quand même très beau, ça, mais est-ce que tu en es capable? C'est moins de travail, à part toi, minimalement ne pas nuire. Est-ce qu'on y arrive facilement? C'est-à-dire qu'on vit dans c'est comme ça au Québec, enfin, chez nous, c'est que les gestionnaires sont quand même rudoyés. Hein, on est un peu condamné à l'inutilité, nous. C'est-à-dire quand ça va bien, on est inutile. Quand ça va mal, on est inutile. Donc, c'est existentiellement aussi bien le savoir. Ceci dit... Je pense qu'il y aura quelques dessins sur ça. Oui. Mais ceci dit, je pense que ce qui fait la différence, ça, c'est mon côté très narcissique, c'est qu'on est essentiel, même si personne ne le sait. Mais c'est très exigeant, ça. C'est-à-dire que ça demande une conscience accrue de l'importance qu'on peut avoir. Moi, je suis satisfaite parce que je considère que mon établissement a un bon climat, mais c'est un investissement du quotidien, et pas pour moi seulement, mais pour l'ensemble de l'équipe des gestionnaires. Il fait chaud à l'intérieur, dans un pays froid, très froid, hein, à l'extérieur, c'est ça? Dis-moi, pour partir moins bête... Je vous laisse le dire. Partir moins bête, pourquoi les femmes sont circulaires? Est-ce que ça veut dire que les hommes sont carrés? Exactement. C'est ça. Tu as un micro? Ah. Mais c'est une psychiatre qui m'avait dit ça. Alors, je l'ai cru. Une femme psychiatre m'avait dit ça. Que les femmes, c'était circulaire. Et narcissique aussi? Comment? Le narcissisme aussi? Oh oui, ça, c'est féminin. Anne-Marie Armand-Terrasse de Saxé. Donc, qu'est-ce qui t'a paru également, je t'ai vu très attentive et surtout tu es intervenue plusieurs fois, qu'est-ce qui t'a paru important à retenir, quelques mots, avant qu'on passe au futur? Il me semble important de voir ensemble, et c'est réjouissant, que nous avons déplacé les centres d'intérêt sur l'agilité territoriale. Ça c'est vraiment intéressant. Il faut peut-être maintenant se dire qu'il faut oser prendre les risques organisationnels. Il y a des opérateurs qui sont des opérateurs importants, ils ont les reins solides, ils ont de la masse critique de réflexion, de travail. Il faut qu'ils osent prendre des risques organisationnels. Il y a des petits opérateurs pour lesquels le risque organisationnel va de pair avec le risque financier. C'est beaucoup plus compliqué pour eux. Mais tout l'espoir qui est mis dans l'agilité territoriale et qui est vraiment sur le bassin, sur le territoire, toute structure confondue, il faut réussir ce pari. On a quelques années, et pourquoi que quelques années, au-delà des sujets d'efficience? Parce que, et la deuxième notion que je voudrais mettre en avant, et Antoine vient d'en parler, c'est le sujet de la primauté des soins primaires. On ne peut pas aller au bout de nos raisonnements si on ne se dit pas qu'à l'avenir et maintenant, et hélas avec retard, il ne peut pas y avoir de système de santé s'il n'y a pas une ligne de soins primaires. Dans cette ligne de soins primaires, Antoine, je pense que tu as absolument raison, il faut raccrocher les professionnels de santé médicaux, paramédicaux qui interviennent au domicile, hein, puisque le soin primaire, c'est la condition du lien avec la préférence domicile. Qu'est-ce que c'est qui est compliqué? Là où il y a une offre en soins primaires, il y a des signaux faibles et des signaux forts de tous ces jeunes gens. Il y a 900 maisons de santé pluriprofessionnelles en France aujourd'hui. Si on dit qu'il y a une moyenne d'une dizaine de paramédicaux et de médicaux dans ces maisons de santé, bon, ça commence à faire du monde. Là où il y en a, on voit des signaux faibles d'initiatives qui sont souvent prises par eux. Et je rejoins ce qu'a dit Benoît. Dans les initiatives prises par ces équipes de soins primaires, ils ne font pas que de l'acte. Ils s'intéressent à comment vivent et s'organisent les soins dans leur territoire.
Et donc, on voit bien qu'il y a des sujets, des questions de qui et comment va s'occuper, enfin, de stimuler, d'aider, de nourrir la coordination de l'offre dans le territoire. Donc, là où il y a des signaux qui doivent être encouragés, et c'est là où il n'y en a pas, où c'est compliqué, parce que la gradation sans les soins primaires, la première ligne qui permet le maintien au domicile de toute cette grosse partie maladie chronique, personnes âgées, elle est très difficilement tenable. Et donc, c'est là que la prise de risque organisationnelle et l'agilité, elle est importante. Et je pense que ce qui est un peu nouveau dans les préoccupations des acteurs du système depuis quelque temps, c'est que c'est tous qui doivent mettre leurs pièces. Les doyens dans la formation et dans l'organisation des stages, il faut donner envie d'aller exercer les soins primaires dans les territoires. Les structures et les équipes, parce qu'il faut qu'elles donnent envie, au sens où il faut qu'elles donnent de la sécurité. On n'a plus aujourd'hui envie d'aller s'installer tout seul dans un territoire où on va être de garde 24 sur 24. Et il faut qu'on sache que même à distance, et donc avec tous les moyens permis aujourd'hui par le numérique, il y a une sécurité de la prestation. Donc mon raisonnement, c'est j'ai entendu territoire, je suis très heureuse avec cela. Il y a voilà, l'option territoire a été prise par des penseurs et des acteurs du système qui ont eu de très fortes intuitions il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a les signaux de l'organisation territoriale. Il faut aller plus loin sur la prise de risque. Le deuxième sujet, pardon, Pascal, c'est la primauté des soins primaires sans lesquels il n'y a pas de gradation. J'ai entendu gradation à plusieurs reprises. Je suis assez contente parce que... Donne-nous les constats. Et après, on va voilà, à la Haute Autorité de Santé, on dit que la gradation, c'est un des déterminants de qualité. Nous avons tous une responsabilité collective pour faire comprendre que gradation et proximité, ça ne va pas obligatoirement ensemble. Proximité et qualité, ça ne va pas obligatoirement ensemble, mais quand on met territoire et domicile, il faut qu'il y ait une obligation d'orientation, une obligation d'un endroit où il y ait de la lumière et où on peut dire voilà ce que j'ai et voilà ce que j'ai, et j'ai besoin maintenant d'être inscrit dans un parcours. Et ensuite, peut-être le dernier sujet qui a été évoqué et qui est le sujet de travail devant nous, puisque si on a une vision territoriale. Après, la question, c'est faut-il un microsystème territorial, construit par les acteurs. Il faut qu'il y ait une gradation. Attention, la gradation, ce n'est pas la proximité. Ça veut dire qu'il faut encore continuer à recomposer dans le territoire, mais pour qu'il y ait une orientation en proximité en tout cas. Et ensuite, il y a la question du financement. La question de la révision de la modalité du financement par une incitation beaucoup plus forte au financement au parcours, au financement au forfait. Tu veux pas qu'on le garde, ça? D'accord. Voilà. Non, je veux dire... Ça parce marche. Que non, je voulais qu'on... Ça a été évoqué, c'est pour ça que je le dis. Tu as raison. Mais c'est la même demande à Claude, c'est le constat de ce qui a été dit. Et après, on se garde les 15 dernières minutes pour parler de l'avenir et des prévisions. Alors, rapidement, sur le constat de ce qui a été dit, Claude. Rapidement, alors. Moi, d'abord, si on part de l'accès aux soins, ce qui est d'ailleurs important, et ça a été exprimé à plusieurs reprises, c'est d'abord d'identifier les obstacles à l'accès aux soins. Parce qu'on est dans un pays, liberté, égalité, fraternité, des grands principes. Une fois qu'on a affirmé solidarité nationale, une fois qu'on a affirmé cela, on voit bien de plus en plus, et c'est remonté par différents témoignages, que c'est plus compliqué que ça dans la réalité, pour des raisons d'évolution démographique, pour des raisons de connaissance, d'inégalité d'information du système. Et je crois donc qu'un des éléments, alors à la fois qui s'est exprimé, mais peut-être aussi qui permettent de donner des pistes pour l'avenir, c'est d'abord de bien regarder quels sont les obstacles à l'accès aux soins. On voit bien que la question des inégalités d'information, des inégalités sociales, des inégalités territoriales, c'est déterminante. Ce constat, il faut le faire si on veut traiter cette question de permettre à tout un chacun se trouvant sur notre territoire de pouvoir accéder à des soins de qualité.
Le deuxième élément, et là je vais reprendre, et alors on a la même expérience, donc c'est peut-être aussi ce qui nous influence, Anne-Marie et moi, mais je pense effectivement que c'est la question territoriale. Comment on va avancer beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui sur la question territoriale. On a un système en France qui est très centralisé. Ça s'explique, il y a une histoire. Mais, et c'est très intéressant que Cécile Courrèges, dans la première intervention, ait dit qu'il faut accepter qu'il y ait des réponses différentes selon les territoires. On voit bien que ça émerge. Et quand on regarde la loi de janvier 2016, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'outils. La grande difficulté, on pourra effectivement y revenir, c'est que malheureusement, peut-être quand on fait une analyse assez fine sur le texte de la loi et dans les comportements institutionnels dans les territoires, ou dans les régions ou dans les territoires, c'est qu'on peut très bien avoir différents outils qui cheminent complètement de manière séparée. Et il y aura un autre élément, troisième élément que je dirais, c'est la question de l'intégration. Mais si on veut regarder effectivement la question de l'accès aux soins, il faudra qu'on apporte des réponses qui sont différentes. Moi, beaucoup ont entendu ici, Madame Durand qui habite à Provins, qui est retraitée, elle n'a pas, par rapport à l'accès aux soins, la même démarche. Durand, hein. Si. Non, elle n'a pas exactement la même problématique d'accès aux soins que Madame Dupont, qui habite rue de Pontieux, dans le 8e arrondissement, et qui est une avocate, par exemple. Et on voit bien que c'est ça auquel il faut que l'on réponde. Or, Attends, Claude, comment on arrive à déterminer surtout, alors moi, tu es parmi nous celui qui a eu les responsabilités des politiques les plus éminentes. Comment tu peux faire signe à une société en leur disant, en réalité, l'égalitarisme, c'est pas pour faire de l'égalitarisme, mais l'égalité, ça ne compte pas. Non, ne confondons pas les choses. Je pense que les principes, il faut apporter des réponses différentes pour atteindre cet objectif de solidarité, cet objectif de prétention à une certaine égalité. Mais on est inégaux devant l'accès aux soins. On est inégaux, donc il faut corriger ces inégalités. Après, comment faire concrètement ? C'est effectivement d'avoir une identification des territoires. De quel territoire parle-t-on ? Et ça, ce n'est pas non plus très clair dans la loi de janvier 2016. Alors, on parle de territoire de démocratie sanitaire et puis on parle de zones concernant les autorisations. Il faut qu'on ait des territoires, une organisation qui soit au plus près des territoires de vie. Ça, ce n'est pas législatif, cette notion de territoire de vie. Et ensuite, qu'il y ait effectivement une mise en réseau autour d'une population, quand on parle de démarche populationnelle, qui permettent d'associer l'ensemble des acteurs. Et c'est là qu'on va y trouver le troisième élément que j'ai retenu, moi, des différents témoignages, et celui qui était, je dirais, le plus significatif par rapport à une population particulière, c'est l'exemple ce matin des PASS. C'est le souci, pour apporter une réponse à des situations complexes, il faut qu'on ait une réponse plus intégrée. Or, on a un système, là aussi il y a une histoire, et il ne s'agit pas de porter une appréciation critique, il s'agit de voir comment on fait évoluer les choses. On a un système qui est très cloisonné pour des raisons diverses, ne serait-ce que pour des raisons de financement, c'est-à-dire que chaque opérateur, en tous les cas dans notre pays, il reçoit son financement de manière spécifique en fonction de son statut dans la relation avec l'assurance maladie. Et donc si on ne casse pas ce mode de raisonnement. Alors, Olivier Guérin, de manière peut-être un peu provocatrice ce matin, disait qu'il faut qu'on sorte du paiement à l'acte. C'est un sujet qui est récurrent, mais on sait très bien que dès qu'on le brandit, ça crispe un certain nombre de professionnels, donc il faut peut-être l'aborder de manière un peu différente. Mais on voit bien qu'il faut qu'autour de ça, on raisonne de manière différente. Alors, le financement au parcours, au segment de parcours. On a aujourd'hui, moi, ce qui me semble très intéressant, et comme le temps passe, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de revenir, mais c'est simple de réintervenir, mais c'est justement peu importe. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même potentiellement un certain nombre d'idées nouvelles qui émergent. La question que nous avons, c'est que nous prenons trop de temps pour les mettre en œuvre. Parce que, on a la concertation, c'est très bien, mais on voit bien qu'on est face à des urgences, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Et c'est cela qu'il faut effectivement que nous ayons en tête, c'est qu'il faut qu'on décloisonne institutionnellement, il faut qu'on ait une réflexion et une démarche qui soit plus proche de la population, plus proche des territoires, et il faut qu'on déverrouille. Alors on déverrouille sur le plan financier, on déverrouille, et Benoît a été à l'initiative de cet article qui a fait l'objet d'une publication il y a quelques jours sur le statut des médecins.
Hein. Mais on pourrait aussi poser la question du statut des administrateurs, enfin des administratifs plutôt. C'est-à-dire que moi, je vois des situations dans mon activité aujourd'hui où pour permettre à un directeur d'hôpital de diriger un EHPAD privé parce qu'on a effectivement constitué un groupement de coopération qui permettrait, etc., c'est pas possible pour des raisons statutaires. Et c'est tous ces cloisonnements qu'il faudrait qu'on arrive à traiter pour pouvoir effectivement donner un coup de boutoir, un coup de puçoir à l'évolution de notre système. Je prends ton mot. Comme Claude a engagé ce débat, chacun, puisqu'on est à 10 minutes de la fin, chacun réfléchit sur ses idées nouvelles. En réalité, il nous invite à ce que, en conclusion d'un débat de 48 heures, on ne refait pas le débat, mais on essaye de distinguer quelles sont, effectivement, pour chacun d'entre nous, quelles sont ces idées nouvelles. Et puis, surtout, également, Anne-Marie, on reviendra sur le financement de ces parcours, hein, mais on a le temps. Quelques mots. Hein, dans l'exacte prolongation de ce qu'a dit Claude, d'abord, je voudrais quand même, je ne vais pas faire le lèche-cul, mais je voudrais rendre hommage à Mme Buzyn qui a annoncé qu'elle ne ferait pas de grande loi. C'est essentiel pour déjà que chacun ne se dise pas « Oh ben, je vais retrouver dans la loi ce que je cherche et mon lobby va pouvoir prendre le dessus ». Donc maintenant, on se débrouille avec ce qu'on a et plutôt on va déconstruire. On déconstruit l'article 51, si on y réfléchit, c'est de la déconstruction et de la co-construction par la suite. Eh bien, dans le droit fil de ce que vient de dire Claude, il faut déconstruire sur le statut, il faut déconstruire sur et donner vraiment de la souplesse. Et moi, je dis alors, en matière financière, je fais une proposition, tout à l'heure Guérin a fait une proposition, que le FIR, on interdit aux ARS d'utiliser du FIR pour combler des déficits hospitaliers et on les met tous sur l'innovation. Bon, ce sera ton dernier mot. D'accord. Antoine. Alors très rapidement, je reprends mes deux sujets, les aidants et le premier recours. Les aidants, ils ont besoin d'être identifiés d'abord. Et c'est beaucoup de choses, les aidants. J'ai reparlé de la Poste. La Poste fait des choses très très bien. Je repense aussi à un reportage que j'ai vu d'un maire dans une petite commune très isolée des Landes qui a recherché un successeur pour l'épicerie de la seule épicerie à 20 km à la ronde, avec dans le cahier des charges pour aider l'épicier, à ce que l'épicier il fasse une tournée pour aller apporter aux personnes âgées isolées dans leur maison, dans la campagne, leurs courses. Bon, et pourquoi pas les médicaments. Tout ça va nous sauver. Mais je pense que si on part du début, oui, former les aidants aussi, permettre aux aidants d'avoir des répits. Toutes ces choses-là sur les aidants... ce ne sont quand même pas des idées nouvelles, Antoine. Ça. Non, mais attends, je veux bien, mais on en parle, mais regardons la réalité. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ce sujet-là? Alors, c'est vrai qu'on en parle. Maintenant, voyons l'effectivité. Et encore trop souvent, les aidants, enfin les personnes fragiles, du secteur médico-social en particulier, se retrouvent à l'hôpital pour un manque de soutien à domicile. Et qu'est-ce que vous faites, vous, puisque vous êtes, tu maintenant diriges une des structures fédératives qui est très à la croisée des chemins. Eh bien, écoute, si tu regardes sur le site de la FEAP, tu verras qu'il y a une... Mais donne-nous une ou deux idées. Eh bien, nous avons travaillé avec l'Association française des aidants. Nous avons toute une fiche, elle fait 2 pages recto, toute simple, sur laquelle toutes les idées sont données. C'est un peu long à déterminer là, mais il y a vraiment une impulsion à faire sur ce sujet. Deuxième sujet, très rapidement, premier recours. Alors là, article 51, on en a parlé, il faut y aller. Et d'abord se demander, qu'est-ce que c'est que le premier recours et de quoi a-t-on besoin en premier recours? A-t-on besoin d'un médecin systématiquement en premier recours? Je pense qu'il faut qu'on travaille sur les infirmières cliniciennes et qu'on identifie une fonction de proximité. Une personne âgée polypathologique, elle a besoin d'abord d'être suivie, de voir qu'elle ne décompense pas. Ce n'est pas forcément un médecin dont elle a besoin. Voilà, je m'arrête là parce qu'il y a plein de choses à faire. On peut repartir chez nous, là, maintenant, avec... disons, une vision assez optimiste sur ce point, l'évolution sur les infirmières. Est-ce que certains disent on ne va pas assez loin, finalement, les infirmières cliniciennes, on revient, etc. Toi, tu as le sentiment que... Moi, je suis de caractère optimiste, donc oui, je pense que c'est la bonne voie. Attends, ça n'enlève pas la nécessité des médecins, mais le médecin, il n'a pas forcément le temps, et je veux dire, dans sa plus-value,
elle n'est pas forcément dans ce suivi-là. Regardons aussi, je prends mon exemple de l'autiste avec des troubles du comportement, des comportements défis. Ce n'est pas forcément le médecin qui est le plus à même de dépister la raison pour laquelle il a un comportement défi. Ça peut être une otite, ça peut être un reflux gastro-œsophagien, ça peut être une carie dentaire. Ce n'est pas forcément le médecin qui est en premier pour faire ça. Ça peut être un autre professionnel sensibilisé à l'approche de l'autiste qui sera le plus à même de faire le lien avec lui. Il y a plein de choses à faire, mais l'article 51, oui, absolument. D'accord. Gertrude, on repart avec quoi comme idée pour le futur? C'est-à-dire, nous, au Québec, on est encore dans le tourbillon d'une réforme assez imposante. Alors, moi, je retourne avec la conviction qu'on doit poursuivre, accélérer et corriger. Donc, poursuivre le système. La structure comme elle est là, elle favorise une trajectoire de soins dans un territoire donné. Les territoires sont bien définis et ça colle avec les besoins populationnels. Accélérer l'introduction, on est en train de le faire, des technologies de l'information, de partage d'informations cliniques. Alors, peu importe où est le patient au Québec, on a accès à son dossier. Alors, on est là-dedans. Donc, ça, il faut accélérer ça. Et je dirais corriger. On a des problèmes, nous, des problèmes importants d'accès en lien avec les effectifs médicaux et toute l'organisation de la première ligne. Et comment tu donnes dans tes équipes, comment tu donnes envie et le sens aux professionnels de s'intéresser à ces sujets d'accès aux soins? Est-ce que tu as... Oh, c'est facile. Oh non, ça, c'est... Je pense que c'est même pas un défi parce que les professionnels... veulent avoir accès aux soins. Comment on les ça a été dit, c'est la mesure, c'est l'indicateur. Quand on veut mobiliser les gens, c'est qu'on se donne des mesures d'accès. Par exemple, au Québec, puis c'est à l'échelle du Québec, alors l'accès à une prothèse de hanche, c'est 100% en moins de 6 mois. Pour ici, la France, je ne sais pas c'est quoi, accès à une prothèse de hanche. Ça doit être 2 semaines, vous autres. Oui, c'est ça. Alors, voyez-vous, nous, les patients au Québec sont très patients. C'est vraiment, ils portent bien le nom. Mais dans les données probantes, les approches scientifiques, c'est démontré qu'un patient, à partir du moment où il voit, à moins d'une condition particulière, là, mais pour une prothèse de hanche. Donc, on s'est donné des normes canadiennes, on s'est collé aux normes canadiennes sur certaines problématiques, pathologies, tout ça. Et par exemple, en oncologie, c'est moins de 28 jours et il faut être à 100% pour le moins de 28 jours, etc. Je t'ai demandé comment tu donnes envie et tu me parles de normes. Oui, parce que ça donne envie. Ça, c'est drôle. Les gens ont envie d'atteindre les plus hauts standards. C'est vrai. Et parce que la qualité et les délais d'accès, ça se tient. Hein? Moi, j'ai retenu quand même ce qu'a dit Dominique Meigne sur l'article 51 qui m'a paru intéressant, ne pas tuer le jouet avant de l'avoir offert. C'était amusant, ça. Tu me donnes le tien. On va terminer dans 3 minutes. Hein. Oui, parce que je reprends... Parle-moi des parcours voilà, aussi, quand même, des 5 expériences. Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'idées nouvelles. On n'est pas en manque d'idées nouvelles, ça n'est pas le sujet. Je pense qu'on est en manque d'agilité et on est en manque de trouver des solutions là où il n'y a pas du tout d'offres, là où il y a de l'offre constituée. Il faut décloisonner, il faut coordonner. Là où il n'y a pas d'offres, c'est ça le sujet, il faut donner envie. Il y a un sujet qui est très important, c'est l'équipe. L'équipe et pas l'équipage. Les jeunes et les moins jeunes, qu'ils soient en structure ou tout seuls, ils sont heureux quand ils peuvent trouver le sens, récupérer du temps avec du sens et travailler en équipe. Et nous, c'est une notion qu'on va beaucoup porter à la Haute Autorité de Santé. On considère aujourd'hui que l'équipe, mais ça peut être une équipe territoriale, à condition qu'elle s'intéresse à ses résultats, à condition qu'elle s'intéresse au parcours de son patient, aux résultats de son patient, c'est une équipe qui va gagner parce qu'elle aura envie de faire preuve d'agilité organisationnelle sur son territoire. La ministre vous a engagé sur, parce que les parcours c'est quand même essentiel, sur 5 projets. Tu ne peux que nous les citer maintenant. Est-ce que vous en êtes ? Je vais juste les citer. L'article 51, Dominique a eu raison de dire ne le jetez pas à la poubelle, mais juste montrer que vous avez envie de faire preuve de cette agilité.
C'est ça qui est permis. Qu'est-ce que c'est qui est la stratégie du tout? La stratégie du tout, c'est de trouver des exemples qui, au bout d'un moment, permettent de fonder, comme l'a dit Claude, le mécano d'un financement au parcours qui va un peu plus loin que le financement à l'épisode. On est quand même assez en retard. Donc, il ne faut pas dire « jetons tout à la poubelle » parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer. Et il ne faut pas dire « mais comme tout n'est pas parfait, on ne peut pas le faire ». En gros, c'est quand même ça l'histoire. Bon. Mais enfin, ce sont quand même de gros chantiers. Quand même. Ce sont de très gros chantiers. Donc, comment est-ce que nous, à la Haute Autorité de Santé, on va aider? On a déjà sorti... Qu'est-ce que c'est qu'un parcours d'insuffisant rénal, d'une personne obèse, d'un insuffisant respiratoire, d'un insuffisant cardiaque et de tous les segments de l'insuffisance cardiaque et d'un patient Parkinson? Est-ce qu'on est aujourd'hui capable, avec les représentants des professionnels où qu'ils exercent, de dire, est-ce que vous êtes toujours d'accord que pour prendre en charge ces patients-là, c'est comme ça qu'on fait? Et quels sont les indicateurs qui marquent les étapes de la progression de la prise en charge de ces patients et qui sont tous secteurs confondus. C'est ça notre job maintenant et ça pourra éventuellement être utilisé si tout le monde dit oui, c'est ça qu'il faut faire sur du financement au parcours. Tu reviens l'année prochaine pour les décrire. Claude, ça y est, le temps imparti est terminé. Non, vas-y, quand même. Tu nous as dit pensée globale, agir local. Est-ce que je te synthétise bien? Oui, enfin, je crois que c'est en effet un des aspects. On voit bien qu'une fois de plus, on revient à la nécessité, enfin je devais utiliser ce terme qui est peut-être un peu bateau, mais qui dit bien quand même ce qu'il veut dire quand on parle de notre système, c'est-à-dire comment on décloisonne, comment on prend des initiatives nouvelles d'un mode d'organisation qui soit plus fluide, qui soit plus adapté à cette nécessité de répondre à des problématiques populationnelles différentes et avec un mode d'organisation qui est différent, un mode d'organisation urbain et un mode d'organisation rural en matière d'accès aux soins, ça ne se traite pas de la même manière. Donc c'est vrai que ne réinventons pas des outils. Moi je crois que c'est ça, de la même manière que Benoît disait, ne faisons pas une nouvelle loi. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Il faut qu'on essaye de faire fonctionner d'abord ce qui existe, en ayant bien identifié les risques, c'est-à-dire des risques aussi de se fixer sur certains outils et de se cantonner sur ces outils et de recréer là effectivement du cloisonnement. Et permettons que se prennent des initiatives. Alors on a beaucoup parlé de l'article 51, c'est là-dessus que je voudrais peut-être terminer. C'est bien, je fais observer quand même que ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà dans la loi de financement de 2014 aussi un mécanisme qui permettait de s'exonérer des mécanismes oui, mais ce n'était pas de fonctionnement. Ça n'a pas été appliqué. Donc espérons que cet article 51 sera appliqué. Puis d'un autre côté, c'est bien que ça existe, mais ne considérons pas aussi que toutes les initiatives trouveront leur réponse dans l'article 51. Et donc permettons qu'il y ait en effet des initiatives qui soient prises. Elles peuvent l'être. Indépendamment de cet article 51, bon, c'est pas nécessairement, on n'arrivera pas nécessairement à trouver toutes les solutions, mais moi je préfère regarder effectivement vers l'avenir, car la question de l'accès aux soins, c'est une question d'adaptation de notre système à des situations qui sont très différentes selon les territoires, selon les populations à qui on s'adresse. Voilà, je n'ai pas le temps, mal géré ma table ronde, je n'ai pas le temps de leur faire le quiz. Moi j'ai été frappé, je termine par ça, j'ai été frappé par l'idée, ça a été abordé, mais à mon avis insuffisamment, il faut en permanence informer, communiquer sur ces sujets, parce qu'après, on déplore que ça ne marche pas, mais en réalité... Ouais. Voilà. Alors, quand on est un manager comme vous l'êtes, je crois qu'il faut vraiment intégrer... Oui, il faut avoir évidemment toujours en mémoire l'importance de l'information et de la communication sur ces sujets. Merci. Merci à tous pour ces excellentes conclusions.